Bonjour à tous, bienvenue sur Votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients sur des stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui la gestion pilotée avec Benjamin Lenôtre. Bonjour Benjamin, ravi de te recevoir. Bonjour Nicolas. Qui s'occupe de la gestion pilotée chez DNCA. J'aime bien faire une présentation chaque mois avec DNCA où on va parler un petit peu marché, on va parler de la gestion pilotée, vous expliquer ce qu'est la gestion pilotée dans les contrats d'assurance vie Generali, on attend l'extension Apicil. C'est une présentation très professionnelle comme peuvent avoir des conseillers en gestion de patrimoine, et j'aime bien vous mettre au même niveau, d'essayer de vulgariser avec certains termes avec Benjamin. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc, vous vous rappelez que la gestion pilotée, c'est une gestion qui va avoir sur 1 an, 2 ans, et c'est vraiment comme les gestions actions, toutes ces gestions-là, c'est des gestions qui sont à prendre en compte sur 5 ans minimum, et surtout dans les marchés qui sont un peu plus chahutés ces 2 dernières années. On l'a parlé dans les webinaires passés, les problématiques qu'il y a eu en 2022 avec la baisse sur les taux, les actions, et puis 2023 un peu plus chahuté. Donc on va voir faire le bilan un peu de 2023, on arrive sur la fin, et puis et de voir les anticipations. Alors tout d'abord, je voulais vous faire un petit rappel sur qui est Bourse Direct. Sur Bourse Direct, Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services en investissement. Nous faisons la réception-transmission d'ordre pour le compte de nos clients et l'exécution d'ordre pour le compte de tiers. Nous sommes conservateurs, teneurs de compte, dépositaires pour nos clients, pour leurs comptes titres et voilà, le webinaire arrive. Pour les comptes titres PEA, PME de nos clients. Bourse Direct est aussi courtier en opérations d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de proposer des contrats d'assurance vie. C'est dans ce cadre-là que l'offre de DNCA est très, très intéressante, et aussi des plans d'épargne retraite dédiés comme Bourse Direct Horizon et Bourse Direct Vie avec nos 2 assureurs, Apicil et Generali. Bourse Direct est aussi conseiller en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil, ce qui est le cas ce soir. Deuxièmement, nous allons aborder des points généraux, et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la performance passée comme unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre les produits et dans quoi vous investissez. Bien entendu, au-delà de ces définitions avantages et risques, nous allons vous parler ici que le webinaire a un caractère professionnel, promotionnel, et c'est pour vous accompagner dans le placement de la gestion pilotée sur vos contrats d'assurance Generali. Vous devez vous référer et j'aime bien sur la gestion, c'est de relire les reportings pour comprendre la philosophie du gérant et comprendre les mouvements qu'ils font, pour comprendre les lignes. Donc, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Quatrièmement, tenir toujours les performances passées ne tiennent pas compte, ne préjugent en rien des performances futures. Et pour finir, nous allons faire du mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant toute la durée du webinaire, vous avez des questions, soit c'est les questions, soit c'est dans le chat, mais c'est plutôt dans les questions, je crois, où vous pouvez, les questions, où vous pouvez me poser des questions, et j'essaierai d'interrompre Benjamin pour poser votre question au fur et à mesure, en fonction du propos, si c'est à propos par rapport à notre discussion, et de reprendre les discussions à la fin, les questions qu'on a oubliées, de les reprendre à la fin si besoin est. Benjamin, merci d'être là encore. Je te laisse présenter un peu DNCA. Qui est DNCA rapidement, et puis... Parfait. Alors du coup, DNCA Finance, on est une maison de gestion qui a soufflé ses 23 bougies cette année. Donc, une maison de gestion, alors on est reconnu sur la place comme étant une maison plutôt bon père de famille, c'est important, c'est une approche très patrimoniale, hein, de la gestion qu'on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Si aujourd'hui, on a actuellement 29,5 milliards d'encours sous gestion, donc si tous ces investisseurs, toutes ces sommes d'argent, ces gens nous font confiance, c'est pourquoi? C'est parce que des NCA, sur la durée, et donc tout à l'heure, Nicolas en parlait de cet horizon d'investissement, mais c'est normalement sur la durée, des NCA a réussi à plutôt passer les phases difficiles un peu plus sereinement. C'est important, ça veut dire que dans l'histoire, sur une durée dans les marchés financiers, vous allez avoir des phases bien entendu porteuses. Alors certainement dans les phases où les marchés sont fortement haussiers, on va peut-être pas être la gestion, on va faire beaucoup mieux que l'indice dans les marchés très très haussiers. En revanche, dans les phases de repli des marchés, comme on l'a vu un petit peu l'année dernière ou autre, le but de la maison, c'est d'essayer de réduire la voilure dans ces moments-là, et c'est ce qui fait que sur du long terme, vous arrivez à avoir des performances dans nos fonds qui sont meilleures que celles des marchés. Donc ça, c'est important. Donc 29 milliards d'encours sous gestion. On a pris un virage il y a quelques temps sur l'ISR, donc c'est l'investissement socialement responsable. Donc ça, c'est une chose importante. Alors chez nous, il y a plusieurs choses. Ça veut dire que les gens qui veulent des fonds extrêmement purs, peut-être qu'un jour, ça sera l'occasion de pouvoir faire un webinaire. On a aujourd'hui, vous voyez, c'est tout ce qui est des encours SFDR 9, donc c'est une catégorie qui sont les fonds les plus purs aujourd'hui. Donc on a 1,1 milliard d'encours sous gestion sur ces produits-là. Donc c'est des fonds qui vont vraiment avoir un impact sur la transition énergétique, écologique ou autre. Et sinon, l'ISR, il faut le voir comme un côté, une analyse encore un peu plus approfondie pour des bonnes pratiques des entreprises. C'est une chose importante, c'est-à-dire que quelle que soit l'entreprise, on va vouloir intégrer dans nos gestions, et aussi ça vaut pour la gestion pilotée, c'est-à-dire quand on va analyser une maison de gestion et le fonds qui va gérer, on va regarder si finalement les sociétés qu'elle a en portefeuille ont des bonnes pratiques, et c'est important, on veut vraiment, de par notre outil d'analyse extra-financière propriétaire, donc on a développé en interne, on veut éviter les patates chaudes du marché. Et vous l'avez vu ces dernières années avec des Orpea, des Wirecard, des Solutions 30, des SVB, il y a pas mal de sociétés qui ont des risques réputationnels extrêmement élevés, et on voit que c'est difficile de s'en remettre au niveau du cours de bourse. Donc c'est des sociétés, alors certainement qu'à un moment donné, on pourra avoir une patate chaude, c'est comme ça qu'on les appelle chez DNCA, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de les éviter. Ça nous permet quand même d'avoir une belle performance en relatif, et c'est important. Parce que vous voyez très bien des sociétés qui peuvent être dans le Stocks ou autre, avoir vécu des problèmes d'image, entre guillemets, ou de notoriété. Et donc, du coup, on reste une société quand même si on gère à peu près 30 milliards d'encours, on reste une société à taille humaine, c'est important, 169 collaborateurs, et ce qu'il faut savoir, c'est un peu plus d'un tiers des équipes qui sont dédiées aujourd'hui à la gestion de vos portefeuilles. En fait, sur l'ensemble des équipes chez DNCA, vous avez à peu près 74 personnes qui sont à la gestion. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre sujet sur DNCA, donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des stratégies un peu de référence. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Quand vous regardez des produits que j'ai déjà présentés il n'y a que le Archer que je n'ai pas encore présenté, je pense. Et là, c'est les stratégies sur lesquelles on va revenir au rose ou évolutif. Vous voyez, sur des risques SRI 2, enfin l'échelle de risque, c'est des fonds de 1 étant les fonds les moins volatiles, les moins risqués, d'accord, 7 étant les fonds les plus dynamiques, les plus risqués. Vous voyez que sur les fonds un peu cœur de portefeuille, entre des risques entre 2 et 4, on arrive à avoir des très bonnes performances. Là, c'est les performances 5 ans. Vous pouvez regarder ça, c'est la catégorie Morningstar de tous les fonds en fait de sa catégorie. Et donc, vous voyez, ce qu'on essaye, c'est d'aller chercher les performances, des bonnes performances, avec toujours une volatilité. Donc, c'est un risque, c'est des amplitudes, des variations du cours du fonds qui reste le moins élevé possible, avec des amplitudes beaucoup plus faibles. Donc voilà, ça montre aujourd'hui aussi, objectivement, ça permet de justifier pourquoi les clients nous font confiance, c'est que sur le long terme, on arrive aujourd'hui à avoir des couples rendement-risque qui sont attractifs. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, alors ça dit le mot sur la maison, le sujet, bien entendu, c'est toujours de terminer par la gestion pilotée qu'on en parle, de faire une bonne partie sur la gestion pilotée, d'expliquer ce qu'on avait fait. Et au début, c'était de rappeler peut-être des fonds dont on avait parlé. Exactement, parce que quand on vous présente un fonds, c'est vraiment un fonds sur lequel on croit, sur lequel il y a des caractéristiques qui sont propres, intéressantes, et j'aime bien revenir dessus pour voir si c'était un peu un pari gagnant ou un pari perdant, ce qui peut arriver aussi, et d'expliquer pourquoi c'est gagnant et pourquoi c'est perdant. Et donc effectivement, donc on revient un peu sur des fonds qu'on avait
on avait évoqué, c'était 3 stratégies. Donc, il y avait la première, c'était Sérénité Plus. Donc, Sérénité Plus, c'est un fonds, vous verrez, qui est SRI 2. Donc, c'est un des fonds les plus patrimoniaux de la gamme de DNSA, un des fonds les plus. Toujours faire attention à ce qu'on dit, hein, quand on dit prudent ou autre, mais c'est le cas. C'est là où le risque est le moins élevé. Et ensuite, de parler d'autres produits, il y a le fonds, donc un fonds SRI 2, un produit comme Eurose, dont je vous avais parlé, hein, qui est un produit flexible, on en parlera tout à l'heure, qui est un fonds SRI 3. Le retour du flexible. Exactement. Et un deuxième flexible qui est évolutif, qui est un peu le grand frère d'Eurose, qui ont été créés. C'est les 2 fonds les plus anciens de la maison de chez DNSA qui reviennent sur le devant de la scène. Et évolutif, qui est un fonds SRI 4. Et ensuite, on parlera de la gestion pilotée. Alors, le premier fonds, c'est Sérénité Plus. À l'époque, on en avait parlé avec Romain Grandis, qui était venu ici pour présenter un petit peu ce produit. Sérénité Plus, on dit souvent que c'est un produit, alors c'est un produit essentiellement investi, enfin c'est uniquement investi en obligations, obligations européennes. Donc, c'est un produit où on va prêter de l'argent, plutôt aux entreprises. On préfère ça, que prêter de l'argent à des États. Donc, c'est un fonds d'obligation plutôt crédit, comme on l'explique. Donc, c'est le prêt à ces obligations d'entreprise qu'on a en portefeuille. Et donc, Sérénité Plus, c'est un produit qu'on a créé il y a un peu plus de 10 ans chez DNCA. Et c'est un produit un peu monétaire plus. Donc, c'est un produit qui est intéressant, que ce soit chez Bourse Direct, sur la partie un peu compte titre. Donc, c'est un produit qu'on peut. C'est un produit qui est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour essayer d'aller chercher un peu mieux que le monétaire, vous avez ce type de produit, Sérénité Plus. Et c'est un produit qui devient aujourd'hui assez intéressant et assez attractif dans les contrats d'assurance vie, comme chez Generali, parce que de temps en temps, quand vous voulez avoir du boost sur votre fonds en euros, sur tout votre fonds en euros, il faut mettre des unités de compte à côté de fonds. Et c'est vrai que de pouvoir mettre un produit comme Sérénité Plus actuellement, vu que vous allez voir, hein, mais le coupon, le rendement obligataire qu'on a actuellement, c'est intéressant pour ce produit, même dans l'assurance vie actuellement. Alors pourquoi c'est un produit qui n'était pas forcément destiné à l'assurance vie? Vous le voyez, là c'est un premier graphique, ça vous montre un petit peu l'évolution des taux, enfin le changement de paradigme qu'on a eu l'année dernière. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu les facilités de dépôt, les taux courts, on va dire. Hein, vous regardez, hein, c'est les produits, l'Euribor ou autres 3 mois. Donc vous voyez qu'en fait, ces taux, depuis 2009, étaient extrêmement faibles. Donc ça veut dire que sur des produits, sur du monétaire, en fait, vous aviez même des coupons encore, des rendements qui étaient négatifs il y a encore 24 mois de ça. Vous aviez des coupons qui étaient négatifs. Et donc, du coup, tous ces produits qui cherchaient à faire un peu mieux que le monétaire, on partait en début d'année avec des coupons de l'ordre de 0,3% ou autre embarqués, ce qui n'était pas vraiment très attractif. C'était toujours mieux sur un fonds comme Sérénité de faire du Sérénité que des taux monétaires. Mais voilà, par rapport au risque que vous pouviez avoir sur ce produit-là, même s'il est quasi infime, c'était pas essentiellement intéressant de venir sur ce type de produit. Ce qui a changé, vous regardez aussi sur la partie plutôt corporate, donc les dettes d'entreprise, hein, c'est ça le corporate, vous voyez que pareil, hein, vous aviez beau, si vous ne vouliez pas aller sur les taux courts, vous vouliez prêter de l'argent aux entreprises en vous disant, même sur des durées un peu plus courtes, au lieu d'aller sur l'Euribor ou sur des dettes d'État, je vais prêter de l'argent des entreprises. Vous voyez pareil, hein, que quand vous alliez proposer, prêter de l'argent à des sociétés qu'on dit investment grade, donc vous voyez, hein, c'est le bleu foncé. Investment grade, ça veut dire quoi? C'est les meilleures notations du marché. Vous voyez que vous aviez, c'est rare d'avoir des choses, vous étiez autour de 1%, voire moins de 1% quand vous regardiez entre 2018 et 2022. Donc compliqué. Et donc quand vous alliez prêter de l'argent à des sociétés de moins bonne qualité, des signatures moins attractives, moins bien notées par les agences de notation, c'est ce qu'on va appeler les corporates high yield, donc c'est les sociétés moins bien notées, vous voyez que vous preniez un risque, mais ce risque n'était pas nécessairement bien rémunéré parce qu'on était des fois sur des coupons qui étaient aux alentours de 3,5-4%. Donc 3,5-4%, à l'époque, vous aviez des fonds euros qui vous rapportaient encore du 2-2,5%. Voilà, l'arbitrage n'était pas objectivement vraiment intéressant. Et surtout qu'il faut comparer ça à ce que vous aviez avant ce que vous aviez avant 2008. Et vous voyez que vous aviez quand même des rendements qui étaient beaucoup plus intéressants. Donc du coup, Sérénité, pourquoi il est attractif aujourd'hui? On le voit tout simplement aujourd'hui, c'est que pour un portefeuille aujourd'hui qui se dit plutôt peu risqué, vous avez un coupon embarqué, vous le voyez là, le rendement. Alors je ne sais pas si quand je bouge la souris, vous le voyez, mon petit. Non, la souris, on la voit pas. On la voit pas, d'accord. On a du 4,85, vous voyez là, le rendement en bas à gauche, vous voyez pas l'histogramme, mais vous voyez le
cercle, enfin, on a au début de l'allocation, vous regardez en bas à gauche, le rendement de 4,85%. Le risque est quand même diversifié sur 142 lignes. On voit quand même qu'on a un portefeuille extrêmement diversifié, ça c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, on a une sensibilité très faible. Donc une sensibilité, c'est quoi? Une sensibilité de 1,05, ça veut dire quoi? Si demain les taux remontent, donc comme ça a été le cas l'année dernière, ce n'est pas notre scénario central, mais si demain les taux remontaient, s'il y avait un impact de hausse de taux de l'ordre de 1%, donc 100 points de base, la perte en capital pour le client qui a épargné dans l'évolutif serait de 1,05%. À titre de comparaison, le Bund allemand, qui est le taux 10 ans allemand, donc qui est l'une des valeurs refuge par défaut, si les taux du Bund allemand venaient à augmenter de 100 points de base, c'est-à-dire de 1%, la perte en capital serait de 9%. Parce qu'aujourd'hui, la sensibilité du Bund allemand est aux alentours de 9, à peu près 8,5-9. Donc vous voyez qu'on a un produit qui est extrêmement défensif. Pourquoi cette sensibilité est faible? Parce qu'on prête de l'argent sur des durées plutôt courtes. Vous voyez que la maturité moyenne est de 1,3 ans. Donc ça veut dire quoi? Vous regardez, aujourd'hui, vous avez à peu près 50, vous avez 51, 50, presque 52% du portefeuille qui arrive à échéance d'ici la fin de l'année prochaine. Donc on a un portefeuille qui est extrêmement liquide, des titres qui vont arriver à maturité, et donc on pourra réemployer ce cash qui arrivera sur soit des rendements plus élevés ou sur des coupons. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Donc le fait de prêter de l'argent à des entreprises sur du court terme, ça baisse significativement votre sensibilité. Et pourquoi nous, on aime bien aujourd'hui prêter à du court terme? Simplement parce que, on pourra en parler tout à l'heure, mais quand vous regardez vos courbes, aujourd'hui, elles sont inversées. Aujourd'hui, vous gagnez plus d'argent en prêtant de l'argent à un État sur du court terme, sur du monétaire, qu'en prêtant de l'argent à un État à 10 ans. Donc, vous regardez aux États-Unis, les taux courts sont légèrement au-dessus de 5, ils sont à peu près à 5,25, et le 10 ans américain est à 4,56. Il était à 5 encore il n'y a pas très longtemps, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si vous prêtez de l'argent sur du plus long terme, il y a plus de risques que vous puissiez, que l'État ne puisse pas vous rembourser. C'est comme si vous prêtiez de l'argent à un ami, à 2 ans ou à 10 ans. À 10 ans, il y a beaucoup plus de risques qu'il perde son boulot, qu'il puisse tomber malade, qu'il puisse avoir un certain handicap, et des choses qui peuvent faire qu'il ait plus de mal à vous rembourser. Donc du coup, plus l'horizon est lointain normalement, plus vous avez une prime qui est intéressante. Donc là, aujourd'hui, cette prime, elle n'est pas attractive parce que les courbes sont inversées. Et l'autre chose qui fait qu'on a une sensibilité qui est assez faible, c'est notre taux de notation investment grade. On en parlait tout à l'heure, vous regardez, c'est les histogrammes du milieu. Aujourd'hui, vous avez 70%, alors 69,9% du portefeuille qui est investment grade, donc c'est des qualités supérieures. Donc ça veut dire que sur ces entreprises-là, le risque de défaut, il est quand même extrêmement, extrêmement faible. J'ai pas le droit de dire nul, mais extrêmement faible. Et après, sur la partie un peu non notée, alors ça, c'est une chose qui est intéressante, ça, je vous l'apprends. Mais en fait, les sociétés en bourse peuvent décider d'être notées ou non. Il faut simplement payer. Donc, en fait, de temps en temps, il y a des sociétés qui préfèrent ne pas être notées parce que quand vous n'êtes pas noté, finalement, quand vous émettez une obligation, vous êtes obligé d'offrir une petite prime, entre guillemets, et de temps en temps, ça, les investisseurs, ils aiment bien parce que quand nous, on est capable aujourd'hui d'analyser une société, il y a des sociétés qui ne sont pas notées. Je crois que Safran était une société qui n'était pas notée. Bon, c'est une boîte qu'on connaît très bien. Si demain elle émet une obligation, ça ne nous dérange pas, nous, des NCA, qu'il n'y ait pas de dotation. Au contraire, on préfère avoir une petite prime. Au moins, on est un peu mieux rémunéré pour une société qu'on connaît bien. Et sur la partie high yield, donc c'est des sociétés les moins bien notées. Nous, ce qu'on aime bien dans le high yield, c'est toute la partie. Alors, je suis désolé, c'est un anglicisme. C'est la partie crossover. Ça veut dire quoi? Cette catégorie crossover, ce sont des obligations qui sont aujourd'hui moins bien notées, mais dues souvent au cycle économique ou à leur secteur, tout simplement. Je vous donne un exemple, j'en sais rien. L'automobile, il y a pas mal de sociétés dans l'auto qui ont vu, suite au Covid, leur notation baisser parce qu'à un moment donné, quand vous étiez en plein Covid, vous avez tendance à ne pas vouloir acheter de voiture haute. Donc, c'est un secteur qui est pénalisé à un instant T. Et donc, du coup, souvent, les agences, comme elles renouvellent souvent, elles actualisent souvent leur notation, ont pu à un moment moins bien les noter. Les compagnies aériennes, pareil. Donc, dans ces moments-là, nous, on se dit, c'est une société qui, du fait du cycle, aujourd'hui est moins bien notée. Elle nous offre une prime plus intéressante du coup. C'est peut-être intéressant d'aller la chercher, d'investir dedans et de se dire que demain, elle redeviendra... parce qu'on n'a pas peur de son risque de signature, entre guillemets. Donc vraiment, sérénité, un produit d'obligation, donc on est directionnel,
on a les obligations, l'échéance est vraiment très courte, ça veut dire que la maturité moyenne, elle est de 1,3 ans. Donc on prête des obligations sur du court terme. Le risque qu'il y ait un défaut, qu'on ne rembourse pas sur un délai aussi court est vraiment très faible. Et vous avez un portefeuille qui est d'excellente qualité et vous avez quand même, malgré ça, c'est même plutôt une bonne chose, mais un coupon embarqué de 4,85. Donc aujourd'hui, il faut se dire que les frais de gestion sur un produit comme comme Sérénité, ils sont de 0,7%. Donc ça veut dire qu'une fois que les frais de gestion de la société sont payés, il vous reste du 4,25 de coupon. Donc c'est vraiment attractif et surtout normalement, ce qu'on espère par rapport à des taux monétaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des dépôts à terme qui vous permettent d'avoir ça à peu près du 4 sur des dépôts à terme. Bon bah là le but c'est que sur un horizon, on pense nous aller chercher encore un peu plus, aller grappiller un peu de la performance par rapport à notre sélection d'obligations qu'on va avoir en portefeuille et de faire mieux sur la durée. C'est ce qu'on a fait, vous regardez en termes de performance, le fonds depuis 2016, alors bien entendu, il ne faut pas faire attention, la performance globale fait un peu peur comme ça, mais c'est juste un produit qui cherche à faire du monétaire plus. Donc quand vous aviez zéro de coupon ou des taux négatifs, vous ne cherchez pas à faire une performance au-dessus de zéro, c'était compliqué pour ce type de produit. Mais on voit quand même que dans une période compliquée comme ça, on a quand même réussi à faire 6 points de mieux qu'un indice, donc 6 points et demi, ce qui est énorme. Il faut voir en relatif par rapport au coupon qu'on avait. Et surtout, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, ça revient très attractif. Moi, j'ai connu ce produit attractif après la crise de 2008 et 2011. Dès que tout s'est un peu normalisé, que les taux ont énormément baissé, à partir de 2014-2015, c'était un produit qui était quand même moins intéressant parce que des coupons embarqués, comme je l'ai expliqué, très très faibles. Et là, on retrouve une fenêtre vraiment intéressante. Et depuis qu'on en a parlé, le fonds a bien performé. On doit être à peu près à 3 de performance là depuis le début de l'année. Donc voilà, on est très à l'aise sur un produit comme Evolutive. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un produit qui doit aujourd'hui aller chercher sur un an le coupon embarqué, moins les frais de gestion et d'essayer d'aller grappiller un petit peu plus. C'est un produit un peu transitoire pour un an à 3 ans maximum, et de regarder bien l'évolution des taux pour voir s'il y a un retournement ou pas. Et en termes d'anticipation des taux sur 2-3 ans, pour l'instant, c'est nous, aujourd'hui, on ne voit pas pour l'instant. Nous, on pense que le prochain gros cycle de la tendance baissière ou haussière, ce sera plutôt une baisse des taux. On ne voit pas les marchés de toute façon, vous l'avez vu. Si on fait une petite parenthèse conjoncturelle, entre guillemets, alors c'est toujours un peu, vous allez dire, ces financiers, ils sont complètement fous. Mais l'année dernière et la semaine dernière, les chiffres américains macroéconomiques n'ont pas été terribles en termes de indice ISM, donc manufacturier, enfin les anticipations de croissance sur la partie manufacturière ou sur les services, l'emploi. Alors attention, on est quand même sur des bons chiffres globaux, mais on a eu tendance à les chiffres être un petit peu en deçà de ce qu'on attendait. Mais à côté de ça, l'inflation a continué à diminuer. Donc en fait, le marché a très bien pris la nouvelle parce qu'ils disent l'inflation diminue, la macro, elle est moins bonne que ce qu'on attendait. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier central Powell, donc le gouverneur de la Fed, de la Banque centrale américaine, a en fait parlé au marché la semaine dernière et a fait comprendre qu'il n'envisageait pas pour l'instant la hausse de taux qu'on attendait au mois de décembre. Donc en fait, les marchés ont été très contents parce que quand vous avez des taux qui sont extrêmement élevés parce que la conjoncture est un peu moins élevée, enfin un peu moins bonne, ça fait peur aux investisseurs. Donc du coup, il y a eu une détente. Je ne sais pas si vous avez vu, le 10 ans américain était passé à 5% de rendement, il est passé à 4,56. Donc on sent que le marché il a soufflé et vous avez vu la bourse, je crois que le Nasdaq a repris 5 ou 6%. La semaine dernière, il y a eu un petit rallye aussi quand même sur les marchés. Et donc, ça paraît toujours un peu difficile à comprendre, mais le fait que l'inflation déjà diminue, ça c'est quand même une très bonne nouvelle, mais aussi que les perspectives macro aux États-Unis soient un petit peu moins bonnes qu'attendues. En Europe, c'est le cas, c'est pas terrible en Europe, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de récession. On ne voit pas de récession aux États-Unis, donc ça c'est la première bonne nouvelle. Et on voit juste que les indicateurs macro qui étaient très bons, qui étaient plutôt bons, sont un peu moins bons. Donc du coup, ça rassure en se disant, les banquiers centraux, ils ne peuvent pas se permettre, il n'y a pas de raison de remonter les taux parce que l'inflation baisse. Parce que l'année dernière, s'ils ont fortement monté les taux, c'est parce que l'inflation était extrêmement haute. Donc ça veut dire que ça commence à fonctionner. Et surtout, une deuxième chose pour laquelle vous ne voulez pas remonter vos taux, c'est parce que si la macro va un petit peu moins bien qu'avant, il n'y a pas de raison c'est plutôt de se dire si demain on arrivait vraiment sur une phase où l'économie elle est un peu moins bien, on serait plutôt sur une baisse de taux ou autre chose. Donc du coup, tout ça favorise plutôt milite pour une gestion obligataire un peu directionnelle. Alors ce qui est bien sur
sur un produit comme Sérénité. C'est la même chose pour les produits dont je vous ai parlé après, c'est qu'on prête de l'argent sur les durations courtes. Parce qu'on peut se dire, voilà, pour l'instant, le marché anticipe plutôt un niveau de taux qui reste à peu près du même acabit. On ne voit pas tout de suite de baisse de taux. On n'anticipe pas des baisses avant le deuxième semestre de l'année dernière, voire même fin du deuxième semestre de l'année dernière. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit plus de hausse de taux. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on est bien rémunérés pour prêter de l'argent à court terme. Peut-être que si les courbes de taux se réaplatissent entre vos taux courts et vos taux longs, peut-être qu'on ira remettre un petit peu plus de maturité ou autre. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Très bien. Donc voilà, Sérénité. Et aussi, ce qui est intéressant, Sérénité, quand vous, sur les comptes titres, je pense de temps en temps, quand vous faites des versements programmés ou même sur l'assurance vie, de temps en temps, à côté du fonds euro, c'est intéressant d'avoir ce type de produit-là. Et comme ça, vous pouvez réallouer, vous sortez de ce produit comme Sérénité. C'est un fonds de position d'attente, décrétage de plus-value, ou alors quand vous faites ces versements programmés, c'est un peu le fonds socle d'attente. Et au fur et à mesure, vous arbitrez de ce fonds-là pour retourner, mettre un peu plus de risque-action. Là, vous avez vu le marché qui a eu tendance à baisser, qui a rebondi un peu. Voilà, on a touché des niveaux de valorisation assez faibles sur certaines actions. Ça peut être intéressant peut-être de se repositionner. Là, s'il fallait que je dise, je vais en parler un petit peu là en avant sur les fonds euros évolutifs où il y a des actions en portefeuille. Ça corrobore un peu avec ce que je parlais tout à l'heure. Ce qu'on a vu sur les marchés là, depuis la semaine dernière, on a vu en fait des investisseurs qui sont revenus un peu sur les marchés actions. C'est intéressant, les marchés ont remonté. On a retrouvé un peu d'appétit. En tout cas, ce que nous, on note, et c'est assez dingue parce que là, c'est très intéressant parce que le mois qui vient de s'écouler là, c'est un mois de résultats, de publication d'entreprise. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence en termes de performance des actions sous-jacentes en fonction des publications. Et on a rarement vu ça. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous regardez deux sociétés financières, donc Unicredit, qui est une société de très bonne qualité, italienne, et BNP, que vous connaissez tous, aujourd'hui, par rapport sur le mois d'octobre, juste sur le mois d'octobre, Unicredit, c'est la troisième meilleure performance du mois d'octobre sur l'Eurostock 50. Donc, c'est toutes les sociétés zone euro de l'indice, Eurostock 50. Donc, c'est la troisième meilleure position, ça fait 4% sur le mois. Une société comme BNP, c'est la septième moins bonne et ça fait moins 10. Vous avez quand même un écart de 14 points entre Unicredit et BNP depuis le début de l'année. Depuis un mois, et depuis le début de l'année, Unicredit fait 78%, BNP 5%. Donc en fait, ce qu'on voit juste, c'est que pour des sociétés quasi équivalentes, en fait, le marché, il va vraiment récompenser la société qui publie bien. Ils veulent vraiment de la qualité. Ils se disent pas, tiens, je vais jouer un peu la thématique des financières et de se dire, BNP sur un secteur à peu près le même, sur une société, BNP comme Unicredit aux États-Unis, et sur deux sociétés un peu leaders, sur deux boîtes à peu près leaders deux banques, leaders dans leur domaine, ils veulent vraiment prime à la qualité. Je vous mets un autre exemple. Sur le mois, vous prenez dans le secteur auto, Ferrari, c'est 10e performance de l'Eurostoxx sur le mois. Mercedes, c'est la pire performance, c'est la 50e. Donc il y a une société qui fait plus 2, l'autre qui fait moins 7. Donc on a, et depuis le début de l'année, Ferrari fait 55% et Mercedes fait moins 7. Donc vous voyez vraiment des trucs. Et nous, c'est vrai que dans les fonds, vous allez voir, dont on vous parlera sur pas les mêmes voitures. Ouais, c'est pas les mêmes voitures. C'est pas les mêmes voitures. Et quand on parle de société, je rappelle ce qu'on reçoit des avertissements de la conformité chez nous. Non, mais pas de souci. Je reprends. C'est pas des propositions d'arbitrage, d'achat, de vente et de. Non, mais pas de souci, pas de souci. C'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, le marché, en fait, ce que je veux montrer en parlant de ça, c'est que le marché aujourd'hui a plutôt tendance à vouloir, alors c'est pas récompenser, mais à vouloir continuer à investir dans la société qui publie bien et qui offre une certaine visibilité sur la croissance future que l'inverse. En fait, de temps en temps, les marchés pourraient se dire, il y a une société BNP qui a peut-être un peu moins de visibilité en termes de croissance, mais comme sa valorisation est quand même plus faible et qu'elle a fait 5% depuis le début de l'année, quand Unicredit a fait 78%, on aurait tendance à se dire, on a le temps devant nous et on va acheter la société à 5%, qui fait que 5% depuis le début de l'année. C'est souvent un cas d'école. Il faut aller vers la qualité dans les périodes qui sont un petit peu difficiles. Et souvent, les clients privés font souvent l'erreur de sortir la plus belle ligne et de garder les plus mauvaises qui s'empirent. Et du coup, et là, on le voit vraiment. Alors après, attention, Mercedes ou quoi, c'est pas du tout une société de mauvaise qualité ou autre, mais en tout cas, on voit qu'en ce moment, elle a du mal. Et le sujet qui est flagrant,
ça a été aussi sur la partie santé, entre guillemets. Vous avez une Novo Nordisk, qui aujourd'hui, on en avait parlé, je crois. Oui. C'est une société qu'on retrouve dans beaucoup de nos fonds. Novo Nordisk, c'est leader, c'est une boîte suédoise qui est leader dans tout ce qui est traitement du diabète et maintenant qui a créé aussi une souche qui vous permet d'avoir un traitement contre l'obésité. Et donc, il y a un boulevard aux États-Unis ou autre. Enfin, c'est impressionnant le potentiel. Donc, elle offre une visibilité extrêmement forte. Donc, meilleure performance du stock 50, pardon. C'est quand on prend les sociétés européennes, enfin de la zone euro et les sociétés européennes. Donc, vous rajoutez la Suisse, les pays nordiques, enfin tout ce qui est hors euro, pardon. Et donc, du coup, ça a fait 5% quand Sanofi est aussi l'une des pires performances et fait moins 15 sur le mois. Donc après, Sanofi, il y a des choses. Mais en tout cas, voilà, c'est de montrer qu'aujourd'hui, il y a quand même une prime à la qualité et à la visibilité des résultats. Donc ça, c'est vraiment important. Et que ce soit des sociétés plutôt croissance, donc des actifs un peu à duration longue, comme on dit, ou des sociétés type value. Donc la value, je vous avais expliqué, c'est des sociétés décotées qui offrent de forts dividendes. On va avoir un peu les sociétés comme Total dans l'énergie, les sociétés télécom, les médias ou les financières, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on voit vraiment que le marché a eu tendance à payer des bons résultats et il y a eu une vraie divergence qu'il y a eu en fait entre les sociétés qui ont affiché de bons résultats et d'autres non. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'on a vu sur des publications pas en ligne avec ce qu'on attendait, on a vu des moins 20 sur la journée, sur des séances, donc vraiment faire très attention à ça. Donc par rapport à ça, de vous parler, donc c'est ma petite parenthèse un peu marché, par rapport à ça, un produit comme Eurose, je vous le rappelle, c'est un des fonds amiraux de chez DNCA, c'est un fonds qui a un peu plus de 6 milliards d'encours sous gestion. Eurose, c'est un produit qu'on dit flexible, enfin mixte d'abord. Donc mixte, ça veut dire quoi? C'est un fonds qui peut avoir à la fois des actions et des obligations en portefeuille. Et flexible, c'est le gérant peut faire évoluer l'exposition aux actions et des obligations en fonction de son sentiment de marché. Eurose, c'est un produit qui va faire évoluer sa poche action entre 0 et 35%. C'est un produit qui a été moins mis en avant par nos équipes, même si c'est un des plus gros fonds de la gamme. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur Sérénité, quand vous aviez, et j'aime bien ce slide-là, qui le montre aussi. Vous recevrez le slide à la fin de la présentation, vous allez recevoir un mail et vous recevrez tous les slides avec les avertissements. Et ben, parfait. Et donc, du coup, vous voyez que sur Eurose, en fait, c'est l'évolution du rendement obligataire du portefeuille sur les 16 dernières années et du rendement du dividende d'action. Et ce que vous voyez, c'est que j'expliquais tout à l'heure, Eurose, quand vous preniez en début d'année 2017, début d'année 2019, 21, 22, vous aviez moins de 1% de coupons embarqués sur la poche obligataire. La poche obligataire en représentant souvent au moins 70 à peu près 70% du portefeuille entier d'Eurose. Donc en fait, vous disiez, les 30% d'actions qu'on a en portefeuille, on espère qu'elles vont bien fonctionner pour essayer d'aller chercher cet objectif qui est diversification du fonds euro ou autre. Donc du coup, les investisseurs avaient un peu délaissé ce produit-là, et là on retrouve un paradigme qui est le même que vous voyez, moi quand je suis arrivé chez DNCA, un peu post-2011, après deux crises, la crise de 2008 et la crise de 2011, on retrouve aujourd'hui un coupon embarqué sur la poche obligataire qui est vraiment attractif. Donc, vous voyez, sur Eurose, c'est à peu près 5,13%. Je vais vous le montrer, c'était juste avant, pardon. C'est ici, vous voyez en bas, poche obligataire, rendement. Oh oui, alors 5,24, j'avais pas encore le slide qui a été mis à jour, mais j'ai l'information, c'est 5,13% pour une maturité moyenne de 2,6 ans. Vous voyez, on prête de l'argent toujours à des entreprises sur des durations extrêmement courtes, sur des maturités courtes, et on a du 5,24. Et là, la différence de sérénité, c'est pas 70% du portefeuille qui est de meilleure signature, enfin investment grade, vous voyez, c'est 62% du portefeuille. Donc c'est un produit qui paraît un tout petit peu plus risqué, mais vous voyez dans les notations qui sont moins bonnes, on est majoritairement sur du W+, donc on fait partie de la fourchette haute de ce qui est moins bien noté, entre guillemets, c'est ce que je vous expliquais sur la partie un petit peu crossover. Et vous voyez, sur Eurose, vous avez un portefeuille, c'est en bas à gauche, la répartition par maturité. Vous avez un portefeuille, ça c'est important, on le voit aujourd'hui sur des sujets, sur l'immobilier ou autre, le sujet de liquidité. Nous, nos produits, aussi, si les clients nous font confiance depuis très longtemps, c'est parce qu'on a des produits qui sont très liquides. Et Eurose, comme Sérénité, vous avez un peu plus de 50%, enfin un peu plus de 45% du portefeuille qui arrive à échéance d'ici 3 ans. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si demain on ne collectait pas sur le produit, on n'avait pas des souscriptions de la part d'investisseurs, on crée notre propre liquidité. Et donc, le fonds, chaque mois, il y a des obligations qui arrivent à échéance et qu'on peut réallouer soit sur des actions, soit sur des obligations.
Juste pour vous dire sur Eurose, en début d'année, on avait à peu près 28% d'exposition nette aux actions. On a réduit la voilure pour descendre aux alentours de 20,6%. Ça, c'était à fin septembre. Pourquoi? Simplement parce qu'on trouvait que le marché était un petit peu cher et on l'a vu, hein, on a vu le marché quand même, il y a eu une vraie chute des marchés en mi-septembre jusqu'en octobre. Et donc, du coup, et puis c'est aussi pour se dire qu'à un moment donné, sur Eurose, c'est un fonds patrimonial. Et c'est vrai que on va allouer l'exposition en fonction de la classe d'actifs qui offre le meilleur couple rendement-risque. Et c'est vrai qu'en ce moment, on aime bien revenir un peu plus sur les obligations, parce que comme je l'ai expliqué, on est bien rémunéré pour une maturité courte, pour une signature qui est extrêmement bonne. Donc du coup, voilà, on a tendance à, vous le voyez à l'époque sur Eurose, en post-2008, en 2009, même si c'était le moment de revenir sur les marchés actions, en mars 2009, c'était le point bas des marchés, après les marchés ont vraiment très bien évolué, on n'avait que 8% d'actions en portefeuille. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous aviez des coupons obligataires très attractifs, et donc c'était autant intéressant d'avoir de l'obligation en portefeuille. Voilà pour Eurose. Et ensuite, donc Eurose, ce qui est intéressant, donc sur la partie action, oui, j'en ai pas parlé, pardon, c'est sur la partie action. Donc j'ai parlé d'exposition, mais juste sur la partie action, aujourd'hui, vous avez un rendement du dividende, pareil, sur les sociétés qu'on a en portefeuille de 4,9%. Le PER estimé, donc le PER, c'est la cherté du portefeuille, c'est sa valorisation. Nous, chez DNC, on dit toujours qu'un PER, alors c'est la capitalisation boursière de la société par rapport aux bénéfices attendus. Et donc, on dit souvent qu'un PER jugé attractif chez DNCA, c'est entre 11 et 13 fois. Donc, entre 11 et 13 fois, normalement, quand on achète une société ou un portefeuille entre 11 et 13, on pense que sur un horizon d'investissement de 5 ans, la possibilité d'aller chercher de la performance positive est quand même assez forte. Bon, là, on est sur un PE qui est de l'ordre de 9,2 fois, donc on est sur un portefeuille qui n'est pas cher. Alors ça s'explique, donc on est assez à l'aise avec les valorisations. Ça s'explique parce qu'aujourd'hui, en majorité, on n'a pas des actifs de croissance, mais plus des actifs value. Donc on aime bien, comme je vous l'ai expliqué, l'énergie, les télécoms, la partie financière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on est sur des sociétés, et c'est ce que privilégient un peu les investisseurs aujourd'hui, ils aiment bien les actifs à duration courte. Donc, c'est des sociétés peu endettées, au bilan sain, qui génèrent beaucoup de cash par leur activité, et ce cash est rapidement distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc ça, le marché aime bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à avoir privilégié un peu les actions value dans le portefeuille. Et vous voyez, le free cash flow yield, c'est ça, c'est la capacité de la société à générer du cash, c'est 8,2%. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fonction à chaque fois qu'on sort du chiffre d'affaires, on sait qu'on a 8,2% de création de cash. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Donc voilà, et donc ce qu'on retrouve aussi intéressant, c'est que Eurose, on dit que c'est le produit flexible, c'est un produit que Nicolas a connu depuis très longtemps, c'est un produit normalement qui doit faire face aux soubresauts de marché. Là, on retrouve un peu ça, parce que ce que je vais vous dire, alors je ne sais pas si la compliance peut me taper sur les doigts ou pas, mais Eurose, aujourd'hui, vous avez 20% d'actions en portefeuille. Si le marché dévisse de 20%, sans parler de surperformance ou autre, vous faites moins 4 à peu près, on va dire en effet. Quand vous faisiez moins 4 et que vous aviez votre poche obligataire qui vous rapportait 0, vous n'aviez pas d'amortisseur. Là, ce qui redevient intéressant, c'est qu'avec les 5,20% de coupons embarqués sur 70% du portefeuille, enfin sur 80% du portefeuille, du coup, vous retrouvez quand même cet amortisseur en catch-up. C'est-à-dire que oui, vous faites moins 20 sur 20% du portefeuille, mais à côté de ça, vous avez au sein qui compense ça. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis depuis toujours sur les clients qui ne veulent faire que du fonds en euros depuis des années et qui ont une aversion forte au risque. Sur un portefeuille, un profil patrimoine prudent, très prudent, qui veulent faire donc 100% de fonds en euros, je leur dis, mais vous pouvez faire 10 à 20% d'actions si vous avez un horizon à 5 ans. Les 10%, vous allez perdre 50%, vous allez perdre 5%, mais les 90% vont vous rapporter 5%. Donc l'année la pire où les marchés se sont cassés la figure, vous ne perdez que rien. Bien sûr. Donc, et ça, c'est... En plus, on parle d'inflation ou autre, on sait que c'est quand même la classe d'actifs action qui, sur le long terme, va permettre de quand même faire face à l'inflation et préserver le pouvoir d'achat. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Donc, du coup, et ensuite, vous aviez, je vais passer à la gestion pilotée, mais ensuite, l'autre produit, c'était Eurose évolutif. Augustin Picandard était venu, je crois, en avril ou en mai. Et Augustin avait parlé de ce produit-là, d'ANSA évolutif. Donc, c'est un peu là où les bornes d'Eurose s'arrêtent, commencent à être d'évolutif. Enfin, non, même pas, c'est un 0-100 action. On a changé de prospectus là récemment, c'était un 30-100, c'est devenu un 0-100 pour avoir une fourchette d'exposition
plus importantes. Donc évolutif, ça veut dire que ceux qui sont à l'aise avec une stratégie comme Eurose, mais qui veulent mettre un pied un peu plus important sur le marché action, bah, c'est ça qui est intéressant avec évolutif. Évolutif, c'est essayer de faire sur le long terme à peu près 2/3 de la hausse des marchés actions et d'atténuer à peu près de moitié la baisse des marchés. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le marché est haussier, on essaie de faire 2/3 de la perte. Quand les marchés baissent, on essaie de faire entre 1/3 et 50% de la baisse. Et donc évolutif, c'est un produit qu'on a internationalisé. Donc vous voyez, pareil, aujourd'hui, on est à peu près, alors j'ai le nouveau chiffre, on est plutôt à 64 ou 60, ouais, on a 64% d'actions, d'exposition actions. On est plutôt équilibré dans l'approche. Vous voyez qu'on a un peu plus de valeur, comme je vous disais tout à l'heure, des côtés de rendement face aux valeurs qualité-croissance. C'est un produit où vous retrouvez des valeurs un peu plus internationales. La principale position de ce produit aujourd'hui, c'est Microsoft. Microsoft, ça représente 4,8% du portefeuille. Bon, bah, c'est une société, tout à l'heure je vous parlais des sociétés qui publient, qui peuvent être décevantes ou autres. Bon, bah, c'est une boîte qui a très bien publié depuis le début de l'année, qui n'a pas déçu. Et depuis le début de l'année, une société comme Microsoft, ça fait à peu près 55% de performance. Donc c'est juste de dire ça, c'est pas pour dire acheter du Microsoft, simplement pour dire voilà, on a un portefeuille qui est aujourd'hui à 36% de la poche action américaine, un peu plus de 60% européen, et ensuite on essaie de diversifier. Alors je suis évolutif, ce que expliqué Lucien la dernière fois, c'est qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas l'envie d'aller chercher des pays émergents un peu exotiques. Je pense que déjà en étant US et Europe, vous avez quand même un champ du possible extrêmement élevé, et on veut avoir quand même 10% de tout ce qui est Japon, Taïwan, Corée ou autre. DNCA, faut voir, c'est le cœur de portefeuille, c'est au milieu, la diversification. Vous passez par Sylvain et moi pour vous amener une diversification à côté. On vous amènera ça. Exactement. Et puis après, c'est juste voilà, un sujet là-dessus. Et bien sûr, un produit qui se dit mixte comme les autres, qui parle des obligations. Et aujourd'hui, sur les obligations, on a à peu près 32%. Et on est assez à l'aise aujourd'hui sur les obligations parce que on a à peu près une comment on appelle ça, une sensibilité, comme je vous disais tout à l'heure, qui est l'ordre de 2,7. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prête de l'argent à peu près aux alentours de 2 ans et demi, pareil, 2,7 ans sur évolutif, et on a du 4,90 de coupon embarqué sur le produit, et c'est un fonds qui est 80% investment grade, celui-ci, donc il est encore plus sécure sur la partie obligataire que Eurose. Et donc on aime bien, et on a acheté aussi un petit peu d'obligations indexées inflation. C'est 5% du portefeuille, une obligation indexée inflation. Pourquoi j'en parle comme ça? Alors, je ne vais pas rentrer dans un truc technique, mais une obligation indexée inflation, on aime bien en ce moment. Pourquoi? Parce que nous, on pense que l'inflation sera durablement plus élevée. Je vous en ai déjà parlé lors des différentes présentations qu'on a faites depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que la transition énergétique, parce que le rapatriement de l'outil de production, on l'a vu, les goulots d'étranglement qu'on avait et des problèmes d'approvisionnement post-Covid. Donc aujourd'hui, les pays occidentaux ont tendance à vouloir amener leurs usines proche d'eux, entre guillemets. Donc le coût entre un employé chinois et un employé européen ou mexicain ou américain, le coût de production va être plus haut. Mais il augmente au Bangladesh en ce moment. Il y a des manifestations au Bangladesh. Oui, mais voilà, il y a ce côté rapatriement. Et l'autre sujet, c'est les conflits internationaux. Et on voit que c'est bien triste, mais on a eu l'Ukraine, la guerre en Ukraine-Russie. Maintenant, c'est Israël-Palestine. Enfin voilà, on voit que les conflits ont tendance à pas s'amenuiser, mais plutôt à augmenter. Donc on ne sait pas si demain on pourra avoir quelque chose Chine ou Taïwan ou autre. Donc tout ça, c'est des choses qui amènent de l'inflation. Et donc du coup, aujourd'hui, vous avez une classe d'actifs qui est l'obligation indexée inflation. C'est quoi? C'est une obligation où en fait vous avez un coupon et vous avez une partie de cette obligation qui vous permet de profiter de l'inflation qui est publiée. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est une des seules classes d'actifs qui vous paye pour recevoir l'inflation. Je m'explique. Quand vous prêtez de l'argent aujourd'hui à une indexée italienne, d'accord, donc c'est l'État italien, indexé inflation, aujourd'hui, vous avez à peu près du 1,3% de coupon, d'accord, plus l'inflation publiée. Et aujourd'hui, les anticipations d'inflation en Italie, ils sont de 4,5%. Vous faites 1,3 plus les 4,5, ça vous fait à peu près du 5,8%. Les taux monétaires en Europe sont aux alentours de 4,25. C'est une classe d'actifs aujourd'hui qui vous offre mieux que du monétaire et pour un risque qui pour nous paraît assez faible. Alors bien sûr, les indexés inflation, alors même si ce que je vous ai dit porte à croire que l'année dernière, il fallait en avoir beaucoup, l'année dernière, on n'en avait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas avoir des indexés inflation quand il y a trop d'inflation. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une obligation. Et en fait, quand il y a trop d'obligations, que font les banques centrales? Elles augmentent leur taux directeur. Et donc du coup,
la partie taux de l'obligation indexée inflation perd beaucoup plus sur la partie taux que sur l'inflation qui sera publiée. Donc en fait, ce qui est intéressant des index inflation, c'est les acheter quand les banques centrales ont fait le travail de remontée de taux. Quand on est sur les taux, on pense qu'on est au plus haut. Et là, en fait, vous êtes plutôt bien payé pour profiter de l'inflation. Donc nous, ça nous va très bien. Donc on en a racheté depuis le début de l'année. C'est ce qu'on a fait sur des produits comme Alpha Bond, ce que je vous avais présenté, et un peu sur Euros aussi. Donc voilà à peu près pour les fonds dont on avait parlé. Je pense que je ne sais pas si ça a été très bien. assez clair ou autre. Et voilà. Et donc c'est bien un produit, vous voyez l'évolution action qui peut évoluer. Là, vous le voyez en fonction des dernières années où on vous en met un side, mais depuis 2019, on voit que le fonds, il vit. On a touché les 40%, une partie de la bande basse. On a pu remonter quand on a vraiment envoyé un boulevard sur les marchés fin 2020. On est remonté à peu près à 90% d'actions. Donc ça, c'est important. Quand je vois ça, et ça va faire le lien avec la gestion pilotée, vous faites des réévaluations tous les combien à peu près sur vos fonds et sur la gestion pilotée? En fait, j'ai envie de dire que sur les fonds, sur le type de fonds comme ça, on est peut-être un peu plus... c'est différent parce qu'on est peut-être un tout petit peu plus réactif. Pourquoi? Dans le sens où, alors après attention, c'est que vous êtes réactif au sein d'un fonds, mais c'est un fonds qui représente une partie de votre allocation. Donc c'est un peu différent quand même. C'est pour ça que la gestion pilotée, on essaye de faire des allocations qui soient un peu tout terrain, entre guillemets, pour pas avoir besoin d'autant arbitrer que dans un fonds. Parce qu'en fait, la gestion pilotée permet la diversification sur plusieurs fonds. En tout cas, sur des fonds comme DNC Evolutive, ça va être vraiment la valorisation du marché à un moment donné, le contexte macro, et c'est un fonds qu'on a un petit peu plus processé aujourd'hui. Et on va se dire, en fonction du niveau de taux, des décisions des banques centrales, est-ce qu'on va bouger le curseur à la hausse sur un... Et là, je vais vous expliquer, j'ai un bon exemple, en fait, c'est que sur la gestion pilotée, c'est une gestion, la gestion pilotée, comme vous aujourd'hui, vous êtes international dans la gestion pilotée et qu'on peut aller chercher, en fait, tous les fonds qui existent, entre guillemets, surtout avec tous les sous-jacents, finalement, l'expo action veut tout et rien dire. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vais vous en parler, on a procédé là à énormément d'arbitrage la semaine dernière. Et en fait, c'est-à-dire quoi? On a gardé à peu près, j'en parlais après, mais le même niveau d'expo action, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas été plus agressif. Parce qu'on a mis des sociétés, je vais en parler. 9 minutes pour en parler. Je vais en parler tout de suite. Donc la gestion pilotée, pour vous dire, maintenant je pense que vous comprenez un petit peu, la gestion pilotée, c'est vous confier un mandat à une maison de gestion. Le but aujourd'hui, les gérants qui s'occupent des multigérants, on appelle ça la multigestion, donc les multigérants, eux, vont rencontrer les différents gérants, donc des différentes sociétés de gestion. Le but, c'est d'essayer d'aller chercher les meilleurs gérants dans leur catégorie. Donc, on peut aller chercher des actions émergentes, de la dette chinoise, enfin, ça c'est spécifique, parce que je veux dire, on peut vraiment tout aller chercher si on le souhaite. Et donc, le but, c'est de faire une allocation d'actifs, de dire, voilà, en fonction de notre sentiment de marché, on pense qu'il faut tant d'actions, croissance et plutôt une diversification géographique avec les US et l'Europe. Donc, ça vous permet vraiment une grosse diversification. 3 niveaux de diversification, donc géographique, en termes de classe d'actifs et en termes de style de gestion. Et du coup, on essaye de vous répercuter ça selon le profil de risque de l'investisseur. Donc ça veut dire qu'on va proposer 3 profils. Un profil prudent, entre 0 et 30% d'actions. Donc c'est la cible, c'est plutôt SRI2. Un profil équilibré, donc il faut qu'on change le slide sur la SRI, ça a changé, c'est des SRI maintenant, entre 40 et 60% d'actions, donc plutôt un profil SRI4. Donc on va dire que le profil prudent va essayer de refaire un petit peu ce que peut faire un Euros, mais en étant plus diversifié. Le profil action, le profil équilibré, donc un peu plus que ce que va faire un évolutif, entre guillemets, et le profil dynamique, là on est sur quelque chose, on est entre 70 et 100% d'actions. Alors je n'ai pas parlé des performances tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était de faire le point, j'avais parlé de Euros et Evolutif, je vous fais une aparté, mais Euros fait à peu près 5,70 de perte depuis le début de l'année, et Evolutif fait à peu près 7,80, donc du coup, depuis qu'on en avait parlé, ça a plutôt bien évolué. Et du coup, donc voilà, donc là, c'est de se dire, aujourd'hui, vous avez 40% de fonds DNCA maximum, le rythme de croisière, c'est plutôt aux alentours de 25% de fonds DNCA, et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on a les 3 niveaux de diversification. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là récemment? Alors, les portefeuilles, comme on n'est que d'habitude, on le fait un peu plus tardivement, on n'est que le 7.
j'ai les portefeuilles à fin septembre, mais je sais ce qu'on a fait depuis la semaine dernière. En fait, aujourd'hui, on a gardé ce qu'on appelle on a gardé une exposition action sur les différents profils à peu près équivalente à ce qu'on avait. C'est-à-dire sur le profil prudent, aujourd'hui, vous avez 28% d'actions. Sur le profil équilibré, on a 53% d'actions. Et sur le profil dynamique, on a 87% d'actions. C'est là où on a un peu plus compté sur le profil dynamique. En fait, ce qu'on a fait dans les faits, c'est qu'on a fait pas mal d'arbitrage. Donc, il y a des fonds qui sont sortis. On a renforcé d'autres fonds. On a reconcentré un peu plus les portefeuilles, d'avoir une gestion un peu plus de conviction. C'est-à-dire moins de lignes. Alors, pas toujours plus de 15 lignes, mais d'avoir un peu moins de lignes, mais sur des convictions beaucoup plus fortes. Et ce qu'on a fait, on a plutôt réduit l'Europe, parce que l'Europe avait plutôt bien performé depuis le début de l'année. Et c'est juste aussi le sujet macro. Hein. Ça veut dire que la macro européenne est quand même moins, et la visibilité en Europe est quand même moins importante que ce qu'on voit aujourd'hui aux US, entre guillemets. Donc, réduction de la partie US, de la partie européenne, pardon, au profit des US et de fonds globaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fonds globaux, vous avez quand même une expo US qui est toujours là. Mais donc ça, c'est vraiment l'atout fort. En Europe, donc du coup, on essaie toujours d'avoir une bonne diversification pour ce qu'on a gardé en Europe en termes de style. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois ce qui est la value, et la value, ça marche. Ce qui marche plutôt bien, vous me voyez toujours, oui. Ce qui marche plutôt bien en Europe, diversification entre la value et des valeurs de croissance. Donc on a vraiment une grosse diversification. Là où aux US et l'exposition monde, on est vraiment re-rentré sur des fonds plutôt opportunistes et croissance. C'est-à-dire qu'on a enlevé la partie un petit peu, on n'est pas allé sur des sociétés value, à part sur le profil dynamique où on va prendre une plus grande diversification sur les actions. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de se dire, en Europe, on réduit la voilure, on est plutôt tout terrain. Ça veut dire qu'on va sur des styles à la fois plus agressifs et plus value, entre guillemets. Et là où aux US, on a plutôt un biais. Alors du coup, quand vous êtes plutôt croissance-qualité aux US, ça veut dire qu'on va bien aimer un peu la partie tech, orientée un peu Nasdaq, toute la partie consommation aussi, là-bas. Donc on va retrouver des fonds qui essayent d'aller chercher ce type de produit. Et après, sur l'obligation, parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit qu'on a sur le profil prudent 28% d'obligations, ça veut dire qu'on a à peu près... là, vous voyez à l'époque, à fin septembre, vous voyez, c'est intéressant de montrer ça, on avait 62% d'obligations et 9% de performance absolue. Donc la performance absolue, je vous en ai déjà parlé, c'est des produits c'est des produits d'arbitrage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un produit de performance absolue obligataire, quand les taux sont bas, voilà, on essaie juste d'aller chercher par de l'arbitrage de la performance. Donc aujourd'hui, comme c'est intéressant de remettre de la directionnalité, de reprêter de l'argent de façon simple et lisible à des entreprises, on a eu tendance à réduire la poche performance absolue pour revenir sur de remettre un peu de la duration, comme je disais tout à l'heure, de la maturité. Donc on allait acheter du crédit directionnel, des fonds qui sont un peu plus longs en termes de maturité, plus équilibrés. Donc à titre d'exemple, on a investi sur du Tikehau Crédit Plus. Tikehau Crédit Plus, donc Tikehau, c'est une très belle société reconnue, je pense qu'il gère un peu plus qu'on gère chez DNCA. C'est un produit qui a une dominante un peu plus high yield. Ça veut dire que quand on réduit la voilure, quand on veut resensibiliser un peu le portefeuille, là on s'est dit, à côté de fonds qu'on a qui sont plutôt investment grade, on n'avait pas trop de fonds a priori high yield et on trouve que c'est intéressant. Vous l'avez vu, comme dans nos fonds flexibles, on a quand même une poche high yield, un produit high yield un peu crossover, zone euro, on est à l'aise, donc on a renforcé cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de se dire la capacité sur la partie obligataire, de rallonger un peu la maturité et de se dire, là c'est le moment, on va être de mieux en mieux payé sur la partie obligataire, donc allons-y et prenons ce risque-là. Et quand on prend du high yield, en fait, c'est comme si vous preniez une sensibilité un peu action, parce qu'on va regarder la corrélation entre les obligations du coup high yield, les moins bien notés par rapport aux actions, c'est souvent plus corrélé, entre guillemets. Donc ça vous permet quoi? Ça vous permet de prendre quand même si on a que on a gardé à peu près la même expo action, d'aller chercher un peu plus de sensibilité cachée, entre guillemets, c'est pas déguisé, mais c'est ça, c'est de se dire, on sait que ces obligations-là, si demain le marché action se porte bien, c'est des obligations qui ont tendance à plutôt bien en profiter. Donc voilà à peu près ce qu'on a essayé de faire sur les différents profils. Donc vous allez le voir dans les rapports du coup ça sera plutôt à fin novembre, donc la prochaine fois que je vous en parlerai.
dans vos rapports à fin novembre, vous verrez ces arbitrages qu'on a fait. Et du coup, on est même capable de remettre en question chez DNSA parce que vous verrez qu'il y avait un fonds qui s'appelait DNSA Invest Global Leader, qui est un fonds Action Monde, qui est un peu déçu. Et donc, on n'a pas hésité, entre guillemets, et c'est de dire, même si c'est un fonds de haut de gamme qui a déçu à un moment donné et qui n'a pas répondu aux attentes de la gestion privée, on l'a arbitré au profit d'un autre fonds, et ça c'est important. Et en termes de performance, en termes de performance, du coup, les performances, on est à peu près, alors je l'ai pris juste ici, les performances sur les produits, alors le problème, c'est que j'ai les performances avant le rallye des marchés, parce que comme vous avez des fonds qui ont des VL qui peuvent être hebdomadaires ou autres, du coup, on n'avait pas. Mais sur un produit prudent, on était à peu près à 2,5% de performance. Sur le produit. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Sur un produit équilibré, on était. Alors, bien sûr, quand je dis ça, c'est net de tout frais, c'est aussi net des frais du contrat. Oui, c'est important, net des frais du mandat, parce que vous payez des frais de mandat là-dessus, c'est normal qu'on fasse des. Mais là, c'est net des frais du contrat. C'est net de frais de gestion et frais de contrat. Ouais, frais de gestion, frais de mandat, frais de contrat. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes à 3% sur les profils équilibrés et on est aux alentours à presque 4% sur la partie dynamique. Voilà, à peu près là-dessus. Sachant que depuis qu'on a parlé avec David, ça devait être à peu près les mêmes performances, mais c'est qu'on a quand même connu en octobre une grosse phase de baisse avant un rebond là depuis la semaine dernière. Et le rebond n'est pas dans les chiffres. Exactement. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui pour. Et je reviens, c'est vrai que les 2 dernières années ont été un peu très difficiles sur les performances en gestion. C'est pas, on parle pas dans une. Alors. Comment dire, on ne parle pas, on n'a pas 2 années de hausse là, donc c'est difficile. En étant complètement objectif, c'est que là, et d'autant plus dans ces marchés-là, et je ne fais pas mon discours de responsable de distribution, donc un peu plus commercial ou autre, mais c'est vraiment dans ces marchés ultra chahutés, l'horizon d'investissement, il est vraiment important parce que je vous donne juste un exemple. L'année dernière, on a eu 500 points, plus de 500 points de hausse de taux. En fait, on n'avait pas connu ça depuis des dizaines d'années. C'est quelque chose d'unique pratiquement qu'on a connu sur les marchés. Donc, c'est extrêmement difficile dans ces marchés. Je ne sais pas ce que je vous avais dit, la stat, mais quand vous preniez une gestion 40-60, une gestion flexible, donc ce qu'on retrouve 40-60, c'est le profil équilibré. Ça a été la pire performance depuis 1932. On a fait moins 19 sur le Nasdaq et vous avez fait sur les taux américains, sur le 10 ans américain, moins 17. Donc, moins 16, pardon. Donc, en fait, en moyenne, vous y à peu près, sur un 40-60, vous y à peu près moins 18. Donc, moins 17 moins 17,5. Donc, ça a été compliqué. Et là, quand vous êtes gérant, alors après, attention, c'est notre travail, mais ce que je veux dire, en début d'année, si vous écoutez les économistes, c'était récession aux US, c'était catastrophique. Donc, c'est vrai que quand on parle de récession ou autre, vous ne voulez pas prendre un risque non plus qui est démesuré. Vous n'allez peut-être pas sur des US en premier lieu et vous profitez un peu plus de l'Europe. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui font qu'on a quand même eu cette épée de Damoclès avant la semaine dernière de est-ce que les taux vont continuer à remonter? Donc, du coup, sur l'obligataire, vous ne voulez peut-être pas prendre. Sur les actions, les actions de croissance, du coup, ça a pesé énormément sur les actions. On le voit avec les clients, c'est très difficile. Donc, ça a été quand même, c'est des années compliquées, mais en tout cas, c'est des années où là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a l'impression que le marché, alors attention, on n'a pas de boule de cristal, mais que le marché a peut-être un peu capitulé. On l'a vu, on a vu des secteurs qui ont vraiment baissé, on a vu cette hausse après le discours de Powell. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas sur un marché qui a tendance à vouloir reprendre un petit peu du risque? C'est ce qu'on espère. Et on espère qu'on en profitera dans nos gestions pilotées comme dans nos fonds en gestion collective. Très bien, écoute, merci Benjamin. On n'a pas eu de questions, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions pour finir? Sinon, on va tous dîner. C'est vrai qu'on est un peu déçu sur les performances. C'est indéniable. Les premiers, mais vous voyez aujourd'hui, je veux pas, c'est pas problème, mais c'est vrai que quand vous prenez les performances aujourd'hui sur un marché, comment on appelle ça, obligataire, 3-5 ans, donc maturité 3-5 ans. Vous voyez, depuis le début de l'année, vous faites 2. Donc ça a été compliqué. Et quand vous regardez le S&P. Le S&P, à la date où j'avais, on était à 13,93. Si vous enlevez les 5 valeurs, les 7, maintenant c'est les 7 merveilleuses, comme ils appellent ça, on est à moins 2, je crois. Moins 3.
Donc, c'est juste d'expliquer qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur une gestion pilotée, le but, c'est vraiment de diversifier. Donc, en fait, vous ne pouvez pas représenter dans une gestion pilotée la performance de juste 7 titres. Non, c'est impossible. Donc, ça veut dire que si vous prenez le S&P or, et c'est la même chose pour la MSCI World, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'indice international, les GAFTAM représentent énormément de cet indice aussi. Du coup, vous êtes sur une perf qui est zéro négative, enfin qui est entre zéro négative et zéro. Donc, et des marchés obligataires qui vous rapportent à peu près du 2. Donc, attention, je ne veux pas dire ces trucs, mais voilà, ça reste, c'est pas possible dans une gestion pilotée de reproduire la performance de ces 7 valeurs-là. Après, attention, on peut les avoir au sein des fonds, mais de façon plus diversifiée, donc sur des pondérations moindres. Et peut-être que demain, si ces valeurs-là, à un moment donné, la valo est trop élevée, parce que dans les GAFTAM, il y en a certaines où on trouve que la valorisation est trop élevée, et en plus, elle ne respecte pas peut-être les enjeux de la transition, de choses comme ça. Et le jour où on verra les cours de bourse de ces sociétés-là, si ça arrive, peut-être baisser, du coup, on sera certainement content de ne pas l'avoir dans les mêmes proportions. Oui, bien sûr. Il y a le retour du. Alors après, et on connaît votre approche prudente aussi sur le. Et une chose, c'est que ça ne vous empêche pas, vous, à côté, quand vous avez un titre chez Bourse Direct, d'aller sur des GAFTAM, mais il n'y a aucun sujet comme sur certaines valeurs. Et de pouvoir après avoir ce côté cœur qui est plutôt la gestion pilotée. Il n'y a aucune gestion pilotée aujourd'hui qui a des performances extraordinaires. Ce serait pas en fait, de pouvoir investir que sur ces valeurs. Très bien, mais écoutez, merci Benjamin. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt chez Bourse Direct. N'hésitez pas à m'appeler pour discuter de tout ça si vous avez besoin.